fort. Là, ça devient intéressant parce que on en est quand même à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. On en est à prendre sur la liste des européennes une activiste pro-palestinienne qui, elle, est pour la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire pour la disparition d'Israël. Donc, en fait, il n'y aura pas de limite. Et ce qui m'intéresse, c'est d'où on part, cette palinodie, cette trahison des idéaux de Mélenchon. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est où on va. Et à mon avis, on va vers une forme de guerre civile, puisque le fantasme révolutionnaire est très présent dans la tête de M. Mélenchon. Est-ce que c'est pas lui donner beaucoup trop de pouvoir à Jean-Luc Mélenchon, même s'il a été le 3e homme de la dernière présidentielle? Quand on regarde là les derniers sondages concernant la liste de Manon Aubry, on lui donne quoi, entre 6 et 8% des voix. Enfin, oui, mais les européennes, c'est pas le sujet. C'est la présidentielle le sujet. Les européennes, c'est pas quelque chose pour la France insoumise, évidemment, mais c'est la présidentielle. Et ce n'est pas de gagner la présidentielle, c'est d'arriver au second tour contre Marine Le Pen, si possible, et les scores qui lui sont donnés n'interdisent pas cette hypothèse. Et une fois que Marine Le Pen est installée, alors là, on peut bordéliser la France pendant 5 ans, rejouer à petits frais la révolution de 1789, parce qu'il y a chez ces gens un fantasme révolutionnaire, un fantasme de la violence pour la violence. Il ne veut pas arriver au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon. Il veut une situation insurrectionnelle qui lui permette de jouer Robespierre, qui est son fantasme historique. Vous savez, la guerre civile, ça paraît quelque chose de très lointain. Je la vois arriver. Regardez la tournure que prennent les émeutes. Monsieur Mélenchon qui a encouragé les dernières émeutes. Au bout de 3 jours, il a dit non, mais vous pouvez continuer à incendier les commissariats, mais pas les bibliothèques et les librairies. Il est dans une logique de dérive anti-républicaine et pro-totalitaire. Mais il est tout seul non. Sur cette ligne où elle est passée par qui, cette ligne? Lui qui était un fervent défenseur de la République, de la laïcité. Et qui avait pour modèle François Mitterrand. On le lui reprochait. La conversion est venue par qui? Il y a quelqu'un qui a fait infuser ses idées dans sa tête ou pas? Je pense que stratégie électorale. Oui, je pense que la déroute électorale aux européennes, aux dernières européennes, a été le déclic. Je pense que sa compagne, qui est aussi sa partenaire en affaires, Sophia Chikirou, qui est députée, qui est députée, de la France Insoumise, joue un rôle très important. Et puis surtout, il y a autour de lui des gens qui théorisent ceci. Éric Coquerel dit « nous a manqué 400 000 voix, il faut aller les chercher dans les quartiers islamisés ». Comment vous allez chercher ces voix en tenant... Il ne dit pas islamisé, il dit dans les quartiers. Oui, moi je traduis je traduis leur langue de bois. Je traduis leur langue de bois en français convenable. Ce qu'ils appellent les quartiers, ce sont les quartiers islamisés. On parle à l'islam. Regardez la manière dont ils ont commenté le pogrom commis dans le sud d'Israël. C'est un discours qui ne s'adresse pas à vous, à l'ensemble des Français, c'est un discours qui s'adresse à une seule partie de la population. En fait, pour préciser ma pensée, l'antisémitisme est devenu pour Jean-Luc Mélenchon un outil de conquête du pouvoir et il n'y aura pas de limite. Étienne Ibig. Bon, que Mélenchon soit l'ennemi public numéro 1, maintenant on est habitué, c'est pratiquement tous les jours qu'on entend ça. Si je suis même surpris qu'il y ait tant de bouquins qui sortent contre Mélenchon, parce que ça, à mon avis, ça lui donne beaucoup d'importance, d'autant plus qu'il a dit lui-même qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Donc après, et vous y croyez? moi, j'y crois. Moi, pas un instant, je vous le dis franchement. Et je trouve d'abord qu'il y a un peu de mépris sur le regard que vous avez sur l'autre côté du périphérique, et un peu en parlant de quartiers islamisés. Moi, j'y vis. Les quartiers ne sont pas... Attendez, ils ne sont pas islamisés. Ils sont pas islamisés. Bien sûr qu'il y a des extrémistes partout. Et alors, croyez-moi, ils ne vont jamais dans un bureau de vote et ils n'iront pas plus, ni pour Mélenchon, ni pour eux, en disant absolument rien à foutre de la démocratie. Et moi, je vais vous poser une question très basique. Aujourd'hui en France... C'est mon niveau. Oh, oui, je le pense, en voyant le livre. Aujourd'hui en France... non, mais c'est une blague, je connais Nolo. On est dans les GG. Je trouvais ça petit. Aujourd'hui en France, il y a toute une partie de la population qui est quand même importante, qui n'est pas représentée. Qui n'est pas à l'Assemblée, qui n'est pas au Sénat, qui n'est pas dans les grandes entreprises, qui n'est pas dans les médias, qui sont quand même... voilà, qui n'existent pas. Attends, est-ce qu'on peut parler? Ce qui n'existe pas, qui n'a pas de représentation politique. Et je pense que le rôle de la gauche, alors peut-être qu'ils s'y prennent très très mal, et peut-être que... Mais le rôle de la gauche, c'est quand même que ces gens, qui sont pour la plupart des travailleurs, et les travailleurs les plus exploités de France, soient représentés quelque part politiquement, qu'ils existent un peu comme les Gilets jaunes en quelque sorte, mais côté banlieue. Or, la gauche, c'est un de ses rôles. Alors peut-être qu'elle s'y prend mal, mais comment vous résolvez cette question? Il vote Le Pen. Vous me parlez de deux choses différentes. Vous me parlez de la gauche. Monsieur Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse pas à la gauche.
il s'adresse à l'extrême gauche. Il s'adresse à des gens qui ont un fantasme tiers-mondiste, qui nous font croire que les damnés de la Terre, maintenant, ce sont les musulmans. Ils ne s'intéressent plus du tout aux anciens damnés de la Terre, aux anciens prolos. Ça, c'est le PS qui est là-dessus. Excusez-moi, non, mais... devrait être... Et eux aussi. Excusez-moi, mais quel est le message envoyé à la gauche quand le lendemain d'un pogrom où on éventre des femmes enceintes, où on décapite des nourrissons, on qualifie le Hamas de mouvement de résistance? Expliquez-moi en quoi... Ça, on est tous d'accord que c'est une énorme connerie. Je vous ai laissé parler, selon la formule rituelle, je finis ma phrase. Expliquez-moi en quoi il s'adresse à un public ou à un électorat qui ne serait pas représenté. Il ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à une frange extrémiste de manière à former une coalition entre l'islamisme dormant, les osos bobos, les nervis et les délinquants qui, le jour où la situation dégénérera, vous verrez... écoutez, regardez comment ont tourné les dernières émeutes. Mais ils votent pas, hein. Moi, je vous dis pas. D'abord, on va voir les résultats des élections. Tout dépendra de qui sera sur la ligne de départ. Et ensuite, je vous répète, je l'ai dit au début de cette émission, le but n'est pas tant de prendre le pouvoir que de créer une situation insurrectionnelle sur le dos de la communauté juive et sur le dos de tous les idéaux de gauche. Monsieur Mélenchon a trahi la République. Monsieur Mélenchon a trahi la laïcité. Il n'est plus de gauche alors. Mais pas du tout. Oui, mais alors comment expliquer, Éric, qu'aujourd'hui, la force la plus importante, la plus forte à gauche, en tout cas si on voit la dernière présidentielle, c'est celle que représente Jean-Luc Mélenchon. Vous venez d'en avoir la démonstration. Oui, mais c'est le déni. Mais les quartiers islamisés n'existent pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une montée de l'islam politique. Et que le regard que vous y portez fait une espèce de généralité. Non, je ne généralise pas. Je ne généralise les gens pas. vont bosser le matin, ils rentrent le soir, absolument. c'est leur vie. Comme partout. Et d'un seul coup, ils sont islamisés. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas... Pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se crèvent la paillasse toute la journée. Ce n'est pas à eux que s'adresse M. Mélenchon. M. Mélenchon et ses copains leur disent « Vous êtes des citoyens de deuxième zone. En fait, la France, ce n'est pas la France, c'est Israël et vous êtes l'équivalent des Palestiniens. » Bon, alors, écoutez, c'est ce discours qui est martelé toute la journée. C'est un discours qui a tué la gauche authentique, et qui vise à tuer la République et la France, parce que ça se terminera très mal. Vous ne voulez pas le voir, mais vous habitez un quartier... moi, j'habite un quartier qui ressemble beaucoup au vôtre. Je vois cet islam politique progresser et je vois les musulmans... modérés, les musulmans qui veulent vivre comme nous, qui sont les premières victimes de l'islam politique, qui sont sous la pression des barbus. Vous voulez pas le voir? C'est votre problème. Habitant, Mélenchon, la République, c'était lui. Grandeur et déchéance, tu pourrais dire ça? Bien sûr. De toute façon, le déni, le déni, c'est notre plus grand danger. Le déni, entre le déni et le fait d'extrapoler ou en tout cas d'exagérer, il y a une autre réalité, c'est la réalité de l'islam, effectivement, politique, qui prospère. Et fût-il minoritaire, il est quand même source de problèmes, et il est quand même première source de problèmes pour nous, les Français de culture musulmane ou d'héritage musulman. Nous sommes, nous aussi, embarqués par un certain nombre de Français qui imaginent qu'un jour ou l'autre, nous aussi, on basculera dans l'islam politique. On est aussi suspectés d'être des antennes dormantes de l'islam politique, alors qu'on est des purs produits de la République, des laïcs. Et en tous les cas, autour de moi, énormément de musulmans sont pratiquants, y compris dans ma propre famille, chez mes propres enfants. Et quand ils sont dans la vie collective, ça se voit même pas. Sauf qu'ils pourraient être un jour, eux, basculés. Donc Jean-Luc Mélenchon entraîne 80% des concitoyens français de culture musulmane dans une guerre qui n'est pas la leur, dans une insurrection qui n'est pas la leur, dans une tentative de défoncer la République qui n'est pas la leur. Nous souhaitons rester des Français à part entière. Nous souhaitons que notre culture, notre héritage et notre religion restent intimes, et nous souhaitons faire corps avec la communauté nationale. Donc il se trompe totalement de sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ferait un carton sur la question sociale. Il ferait un carton, il aurait 10 fois plus d'électorat s'il était resté sur cette gauche que l'on attend sur la précarité, sur le logement, sur l'éducation, sur l'accès à la culture, sur l'hôpital, etc., etc. Il a totalement abandonné ce pourquoi on peut être de gauche, ce pourquoi on est pour la solidarité et le partage, ce pourquoi on est pour le vivre ensemble. Il a totalement abandonné pour une niche totalement, j'allais dire minoritaire, parce que c'est une niche minoritaire, mais excessivement, j'allais dire nuisible.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est pas le nombre, c'est le pouvoir de nuisance qui entraîne d'ailleurs derrière elle une population de bourgeois de gauche, d'enfants de gauche qui sont eux dans toutes les trucs de zadistes, de machin, parce que vous imaginez que dans toutes les grandes manifestations comme les zadistes, etc., il n'y a pas de jeunes de quartier qui eux sont dans d'autres problématiques. C'est plutôt les gosses de Bourges, les petits-enfants des 68 arts qui sont en mal d'opprimés, qui sont en mal de cause, qui sont exaltés par le discours de Jean-Luc Mélenchon et qui s'imaginent que les mômes de banlieue, c'est les Palestiniens de Gaza. Et donc, ils leur survendent. Sauf que moi, j'ai envie de m'adresser à ces gens de banlieue. À quel moment Jean-Luc Mélenchon vous propose de sortir de votre condition sociale, de votre quartier, d'accéder à tout ce que on peut accéder en France, c'est-à-dire la culture, une éducation de qualité, la mixité sociale, le logement, etc. Il ne vous vend pas ça. Il se sert de vous comme instrument politique pour bordéliser le pays et venir en rempart lorsque Marine Le Pen arrivera au pouvoir pour dire c'est moi qui vais vous sauver. Alors, et les dindons, ce sera qui ? Ce sera comme les Palestiniens là-bas, ce sera encore les gens des quartiers à qui il dira non mais attendez, moi j'ai essayé, Marine Le Pen est arrivée au pouvoir, on va remettre quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est vraiment une arnaque totale. Juste ajouter une chose. Si vous ne croyez pas ce que je dis, écoutez ce que dit Madame Boutelja. Madame Boutelja, c'est la meneuse des indigènes de la République, c'est-à-dire un groupe sécessionniste de la République. Bien. Parlant de Jean-Luc Mélenchon, elle dit c'est un miracle qui s'est passé. C'était un laïcard de dingue. C'est notre plus belle prise de guerre. Il faut savoir écouter ce que dit l'adversaire. Madame Boutelja vous dit, Monsieur Mélenchon est notre plus belle prise de guerre. C'est-à-dire, Monsieur Mélenchon est la plus belle prise de guerre de l'islam politique, c'est-à-dire l'islamisme. Si vous ne croyez pas ce que je raconte, écoutez ce que disent les adversaires. Vous savez, ça vous sera très utile quand ça va dégénérer, parce que vous saurez... Et pourquoi ça dégénérerait, justement, Éric? Pourquoi cette stratégie ou cette vision du pire et du chaos? Pourquoi ça dégénérerait? Parce que, simplement... Le chaos, il l'a théorisé, d'ailleurs. Il a dit qu'il fallait bordéliser, donc c'est là-bas. Ensuite, ce sont des nostalgiques de 1793 et de la terreur. Oui. Ce sont des adorateurs de Robespierre. Monsieur Corbière a écrit sur Robespierre. Monsieur Corbière et Madame Garrido ont dans leur salon un portrait de Lénine, l'inventeur du goulag. C'est intéressant comme référence, c'est intéressant. Il y en a qui ont des posters de François à l'époque. T'imagines, tu as des posters d'Hitler? Non, c'est vraiment intéressant. Hitler. Oui, non, mais pourquoi pas Hitler? Non, mais, enfin, à ce moment-là, voilà, ils sont fascinés par les dictatures sud-américaines. Castro, ça n'était pas une dictature, d'ailleurs les héritiers non plus. Le Venezuela, c'est un pays extrêmement démocratique, c'est leur modèle. Donc ils sont fascinés par la violence politique. Il y a un fantasme. Et ensuite, d'un point de vue sociologique, il est totalement improbable qu'ils importent un second tour de présidentiel. Donc il faut y arriver par d'autres moyens. Donc il y aura une union des cellules dormantes des islamistes, des ozo-bobos qui se déguisent en Black Bloc parce qu'ils veulent se donner des frissons à bon compte, plus tous les nervis et les petits délinquants qu'on a vus à l'œuvre pendant les émeutes de juillet. Ouais. Voilà. Donc, écoute, on a vu ça dans l'histoire. On a vu ça par la prise de pouvoir des bolcheviks, on a vu ça par la prise de pouvoir des nazis. Tout ça est documenté. Monsieur Mélenchon se pique d'histoire, un peu plus d'ailleurs qu'il n'en laisse croire. C'est pas quelqu'un d'aussi cultivé qu'on le dit. Je fais aussi justice de cette idée reçue. Donc, il a quand même potassé son histoire. Il sait qu'un groupuscule très actif et qui ne recule pas dans la violence peut arriver au pouvoir par d'autres voies que la démocratie.